Voilà, bonjour à tous et bienvenue ici sur ce forum Ville Durable à Polytech. Pendant les 45 prochaines minutes, il sera question d'économie circulaire, mais nous n'allons pas tourner en rond, puisque nous allons essayer de comprendre comment il est désormais possible de faire disparaître la notion même de déchets dans le secteur du bâtiment. Avec moi pour en parler, trois invités. Tout d'abord, Christelle Capdupuis, bonjour. Vous êtes directrice du développement durable chez Bouygues Immobilier et vous allez nous expliquer comment votre groupe s'est emparé de cette thématique de l'économie circulaire. Vous serez même deux pour évoquer cette notion, puisque j'accueille également Guillaume Jamet. Bonjour. Vous êtes responsable développement durable chez Bouygues Immobilier et vous travaillez au sein de l'équipe de Christelle plus spécifiquement sur ces notions d'économie circulaire. Enfin, pour compléter ce panel, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Dominique Bogo. Bonjour, vous êtes directeur de projet économie circulaire au sein du groupe Suez. Alors nous sommes au complet pour résumer un petit peu ce qui va se passer dans ces 45 prochaines minutes. On va évoquer la notion d'économie circulaire au sein du bâtiment, avec d'abord un focus sur les usages, à travers notamment la notion d'évolutivité des bâtiments, et puis ensuite au niveau des matériaux, avec la question de la recyclabilité, bien sûr. Mais avant de rentrer dans ce niveau de détail, on va peut-être se remettre un petit peu à jour sur ces questions d'économie circulaire avec vous, Christelle. Pourquoi, comment et puis depuis quand votre groupe s'est-il emparé de cette notion d'économie circulaire? Alors Bouygues Immobilier, donc nous sommes opérateurs urbains, donc nous concevons des projets de logement, de tertiaire, de quartier, avec une forte dimension innovation et développement durable. Donc nous sommes dotés d'une démarche développement durable structurée dès les années 2010. Donc nous avons maintenant une démarche avec des objectifs chiffrés, notamment sur l'empreinte environnementale, parce que le but c'est vraiment de diminuer l'empreinte environnementale de nos projets et d'augmenter l'empreinte socio-économique. Donc dans ce cadre-là, l'économie circulaire nous est apparue comme un enjeu important à prendre en compte. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, 50% des matières premières sont utilisées pour la construction. En Europe, c'est un gros tiers, et le même tiers de génération de déchets. Donc il y a un vrai sujet à adresser. Et donc l'économie circulaire nous permet d'adresser la question des flux sur un territoire en adressant toutes ces problématiques finalement de dégradation de la biodiversité, dégradation des matières premières, toutes ces externalités négatives qui vont être le bruit, les déchets, la pollution, etc. Donc, quand on parle économie circulaire, je vais juste faire un petit focus parce qu'il n'y a pas que les matériaux. Donc, Guillaume, tout à l'heure, va parler des usages et Marie-Dominique parlera des matériaux. Il y a aussi l'énergie. Donc, la performance énergétique qui est un vrai sujet pour nous. Donc, l'économie circulaire pour l'énergie, forcément, ça va être de consommer moins et de produire des énergies renouvelables. Donc, nous sommes à Lyon. Oui. Il faut savoir que l'année dernière, nous avons inauguré le premier territoire à énergie positive européen, ce qu'on appelle un TEPOS, qui s'appelle Icari pour les Lyonnais, qui est à Lyon-Confluence. Donc, en quoi c'est un TEPOS? On a travaillé l'isolation, donc déjà avoir moins besoin de consommer. On produit des énergies renouvelables sur site avec une cogénération à huile végétale et du photovoltaïque. Et on pilote tout ça de manière intelligente. Donc l'économie circulaire sur un territoire, c'est extrêmement important effectivement de commencer par l'énergie, puis ensuite de regarder l'usage et les matériaux. Est-ce que derrière ce thème de l'économie circulaire, il y a un objectif de durabilité, il y a aussi un objectif de rentabilité? C'est aussi un point qui bien évidemment, qui parle de durabilité. La durabilité, elle est environnementale, elle est également économique. C'est-à-dire que si on n'a pas une durabilité économique, il n'y a pas de pertinence des modèles. Donc j'en toucherai peut-être un petit mot en conclusion quand on va regarder plus spécifiquement. Dernier point avant de peut-être passer la parole à Guillaume. Je crois que vous êtes doté un petit peu d'une bible interne, d'un document qui fait référence. C'était un petit peu ça le sens de la démarche. Oui, tout à fait, parce que en fait, développement durable, économie circulaire, c'est souvent des termes très galvaudés. Donc, on ne sait jamais trop ce que c'est exactement. Donc là, on a la Parfois, chance. c'est pratique, mais voilà. C'est bien de mettre un peu de concret. Exactement, on a la chance d'avoir 45 minutes pour en parler, mais nos opérationnels qui sont sur les projets, en fait, avaient besoin de comprendre ce qu'était vraiment derrière l'économie circulaire. Il faut savoir qu'on a une demande grandissante de la part des collectivités, de la part des villes, des acteurs locaux qui nous demandent d'intégrer nos projets, de porter ces ambitions-là. Et donc, en réponse finalement à cette demande, on a effectivement conçu un document qui explique déjà ce qu'est l'économie circulaire. D'accord, c'est très bien. Quelle est la réglementation autour, parce qu'on va en toucher un mot et c'est fondamental. Et finalement, matériau par matériau, comment on peut travailler? Est-ce que c'est du recyclage industriel? Est-ce que c'est de la réutilisation? Est-ce que c'est de la réinjection dans des filières locales? Donc vraiment, porter ces éléments de manière très concrète auprès des opérationnels pour qu'ils s'emparent du sujet. Donc pas forcément décréter du jour au lendemain 100% de projets économie circulaire, mais
quelque chose d'un peu plus Non, pragmatique. alors ce serait génial, mais ça fonctionne Ça rarement fonctionne comme pas, ça. donc il Voilà, vaut mieux fonctionner malheureusement. comme ça. Très bien. Bon, on va pouvoir étudier justement cette démarche avec Guillaume. On va parler de cette fameuse vie du bâtiment, on va parler des usages du bâtiment. C'est parfois un petit peu compliqué à saisir. Alors, si je le résumais le plus concrètement possible, est-ce que je pourrais dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'un immeuble de bureau d'aujourd'hui ne restera peut-être pas un immeuble de bureau pendant 20 ans? Ça serait une bonne façon d'appréhender le sujet? Ouais, c'est une très bonne façon d'appréhender le sujet. En fait, le constat, il est simple, il est partagé aujourd'hui. C'est que la ville dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est radicalement différente de celle qu'on connaîtra demain. Mhm. Il y a beaucoup de variables qui vont transformer la ville dans le temps. Il y a des variables comme la raréfaction des ressources, la croissance démographique, des choses comme ça. Il y a aussi des variables comportementales, des variables d'usage, donc nos modes de travail qui évoluent, nos déplacements dans ces villes, notre façon en fait d'utiliser la ville. Tout ça, ça va influer sur la ville également. Si on veut que la ville de demain elle soit adaptée à ces évolutions, il faut qu'on change notre manière de la concevoir. Alors changer la manière de concevoir la ville par rapport à la raréfaction des ressources, on va en parler tout à l'heure avec Marie-Dominique. On le fait à travers la valorisation des matériaux, le réemploi. On va changer nos modes constructifs pour s'adapter à cette raréfaction des ressources. C'est souvent le premier effort auquel on pense quand on parle d'économie circulaire dans le bâtiment. En fait, c'est plus simple parce que c'est des choses, on connaît la finitude des ressources, on sait de quoi on va manquer dans 20 ans, dans 30 ans, donc on peut anticiper ces questions-là sans se poser trop de questions aujourd'hui. Quand il est question des usages, par exemple, l'exemple de la mobilité, c'est un très bon exemple, mais vous preniez l'exemple de nos modes de travail, des bureaux, etc. C'est un bon exemple également. C'est beaucoup moins connu, on peut émettre des hypothèses, mais je mets quiconque au défi dans cette assemblée de me décrire avec précision, avec exactitude, comment on se déplacera dans tel quartier dans 20 ans. On peut émettre l'hypothèse qu'il y aura plus de transports en commun, etc. Mais on peut pas savoir. Je vois personne lever le doigt. Ouais, je vois personne lever le doigt non plus, mais n'hésitez pas si vous voulez me contredire. Voilà, donc il faut apporter de la flexibilité dans la ville qu'on conçoit, et la réversibilité des bâtiments, c'est ce qu'elle va apporter. Elle va apporter de la flexibilité. Très concrètement, il faut concevoir les bâtiments aujourd'hui, quand on n'a pas la certitude de leur usage futur, il faut les concevoir comme une coquille vide capable d'accueillir plusieurs usages. Donc comment ça se passe très concrètement? Il faut que le bâtiment il réponde aux normes des différents usages qu'on va lui imaginer dans le futur finalement. Donc pour passer d'un bâtiment de bureau à un bâtiment de logement et vice-versa, on va essayer d'avoir une épaisseur entre 13,50 m et 15 mètres, qui va se situer un peu entre les deux normes. On va avoir des hauteurs sous plafond qui répondent un petit peu au même principe. On va essayer d'utiliser des modes constructifs qui laisse beaucoup de flexibilité dans le réaménagement des espaces. Oui, parce qu'on pense souvent aux bâtiments de bureaux qui deviennent logements ou vice-versa, mais il y a aussi au sein même d'un bâtiment, vous pouvez avoir un appartement qui va changer d'usage avec plus de chambres, moins de chambres. Enfin voilà, ça se joue aussi à l'intérieur du bâtiment. C'est aussi un enjeu. En fait, tout l'objectif, c'est bien d'allonger la durée de vie de ce produit, en fait, qui est le logement ou qui est le bâtiment. C'est d'éviter 20 ans après, parce qu'on a fait l'erreur de jugement sur l'usage futur, d'avoir à faire des gros travaux modificatifs qui vont avoir un impact économique et surtout environnemental. Donc c'est allonger la durée de vie de ce bâtiment. Et c'est le même principe pour le logement. Si on fait un logement qui est adaptable et qui va suivre l'évolution de la structure familiale des gens qui l'achètent, on va allonger sa durée de vie finalement. Alors comment on fait ça? Il faut se séparer en fait du dogme de séparation jour-nuit qui existe dans les logements tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que pour un 3, 4, 5 pièces, on va avoir systématiquement un côté avec un petit peu les chambres en dortoir et de l'autre côté les pièces à vivre. Si on prend 2 chambres de ce dortoir, qu'on les isole un petit peu de l'autre côté, qu'on leur met des salles d'eau, ou en tout cas qu'elles soient prêtes à recevoir ces salles d'eau assez facilement, sans gros travaux modificatifs, on va mettre une petite kitchenette, on va préparer la possibilité d'avoir une nouvelle porte palière. Et ça va accompagner l'évolution du cocon familial dans sa vie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner la décohabitation progressive d'un adolescent, par exemple. On va pouvoir, un petit peu plus tard, cet adolescent s'en va, on va isoler ce studio, ça va faire un complément de revenu pour la famille. Encore plus tard, Monsieur Michu monte une entreprise, il veut un bureau pour recevoir des clients, ça va lui permettre de le faire. Voilà, et ainsi de suite. Et cet appartement, du coup, il va évoluer avec la famille et on va assurer
l'allongement du cycle de vie de cet appartement finalement avec ça, et c'est bien là que c'est de l'économie circulaire. Bon, il faudra penser à enlever les posters d'adolescents Voilà, dans le bureau de ça, de on Monsieur fait Michu. confiance aux gens qui achètent le Ça, c'est logement pas de pour faire votre, ça, c'est pas de votre c'est pas domaine. de notre sort. Pas encore. Il y a un point important dans ce que vous venez de nous dire, c'est la notion de conception. Tout ça se fait très en amont, donc il faut que vos équipes l'intègrent très en amont dans le processus. Ouais, c'est le cas et pour les bâtiments et pour à l'intérieur du logement pour l'adaptabilité. La clé, elle est dans l'anticipation des scénarios de modification qu'on va imaginer. Donc, par exemple, on peut pas créer un bâtiment pour qu'il passe de logement à bureau et puis 5 ans après décider que ça va être du parking si on n'y a pas pensé avant. Il faut que tout soit pensé en amont, et c'est pareil pour l'intérieur du logement. Il faut que tous les scénarios possibles d'évolutivité soient pensés avant. Et après, il y a beaucoup d'innovations qui vont permettre d'accompagner ces modifications. Aujourd'hui, on va avoir dans un logement des systèmes innovants avec une distribution électrique à 360 degrés dans tous les murs, qui vont permettre de venir plugger des cloisons et que l'électricité se distribue dedans. Et oui, ça, par plafond. Oui, ouais, exactement. ouais. Et ça laisse une flexibilité totale dans le réaménagement des espaces en fait. C'est des choses qui n'existaient pas avant, et il y a un foisonnement de ce type de. Alors justement, sur le timing, est-ce qu'on est encore dans une ambition ou est-ce que c'est déjà une réalité ? Non, je pense que là, on entre dans une vraie réalité. C'est une ambition qui date d'il y a longtemps, hein, mais qui ne devenait pas concrète. Parce que les solutions viables économiquement, qui n'étaient pas très coûteuses, n'existaient pas. Aujourd'hui, il y a une vraie appétence du marché. Il y a un foisonnement de solutions innovantes qui vont permettre de mettre en place ces choses-là. Puis à l'échelle du bâtiment, les modifications des usages, notamment du travail et de la mobilité, vont de plus en plus vite, et elles vont forcer finalement ça va créer une la demande. mise en place ouais, exactement. Dernier point. On est entre nous là, hein, donc on peut parler des choses qui fâchent. Le métier de Big Immobilier, c'est aussi de vendre des bâtiments. Bien sûr. Toute cette révolution de la réversibilité des usages, ça pose la question du modèle économique pour un groupe comme le vôtre. Est-ce que c'est une donne qui est prise en compte dans cette réflexion ? Oui, c'est une donne qui est prise en compte dans cette réflexion. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à convaincre des investisseurs de l'intérêt de construire, de mettre parfois peut-être aujourd'hui un petit peu plus d'argent pour avoir un bâtiment qui aura un petit peu plus de valeur et plus longtemps. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Peut-être un mot, Christelle, là-dessus ? Juste un mot. En fait, au final, ce qui est intéressant, c'est la qualité d'usage de la ville. Hein. Bien sûr. Donc au final, c'est est-ce que les habitants sont heureux ? C'est ça que la ville va regarder. Donc peu importe si ça doit passer par de la déconstruction, démolition, pour eux c'est transparent. Nous, notre intérêt effectivement au niveau environnemental par rapport à la démarche et économique, c'est d'allonger la durée de vie des bâtiments. Donc de toute façon, économiquement, on est complètement aligné. Bon, très bien. Le message est passé. On va peut-être passer aux matériaux, sauf si vous avez un point à ajouter, Guillaume, c'est bon. Alors je crois que c'est le moment où je dois lancer un petit film, si je ne me trompe pas. Ouais, donc juste un mot sur ce film, expliquez-nous. Ce film, c'est un film qu'on a conçu justement pour un petit peu évangéliser en interne et faire comprendre ce qu'était l'économie circulaire, parce qu'encore une fois, économie circulaire, développement durable, tout ça, c'est des mots qui font un petit peu peur, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et nous, on avait vraiment envie d'expliquer à nos collaborateurs ce que c'était très concrètement. Ça peut être du recyclage de matériaux, ça peut être de la réutilisation. Il y a des choses très concrètes, très précises à mettre derrière. Et donc, c'était le but de ce petit film qui dure 2 minutes et qu'on a partagé avec toute l'entreprise. Ouais, très bien. On regarde ce petit film et puis on se retrouve pour parler de matériaux juste ensuite.
Voilà pour ce petit film. Un mot de complément peut-être, Christelle, sur le Juste contexte. effectivement, quand on a fait ce film, on a poussé le vice à mettre un bâtiment existant en fait. Donc c'est un de nos bâtiments tertiaires parce qu'on voulait vraiment que, encore une fois, les opérationnels en interne vraiment s'approprient le sujet et puissent se projeter. Donc c'est un de nos vrais bâtiments qui est un bâtiment Green Office à énergie positive en région parisienne. Voilà. Bon, très bien. Nous avons parlé d'usage, nous allons comme promis parler de matériaux et j'accueille pour cela Marie-Dominique. Vous êtes donc directeur de projet économie circulaire stratégique chez Suez, je l'ai dit tout à l'heure, et vous connaissez parfaitement cette problématique. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut en dire très rapidement quelques mots. Vous l'avez déjà appréhendé sur un autre secteur qui était celui de l'automobile. Je trouvais ça intéressant. Donc vous avez un regard croisé sur ces deux secteurs. Alors, tout à fait. Pourquoi j'ai pris ce dossier en main sur la partie, sur la partie des matériaux du BTP? C'est parce que j'avais connu déjà la transformation de la filière à la fois de l'automobile et des déchets électriques et électroniques pour les avoir mis en place chez Suez. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est exactement aujourd'hui dans un schéma assez parallèle sur la partie du BTP par rapport à ce qu'on a connu dans l'automobile. Dans le milieu de l'automobile, il y avait des démolisseurs qui cassaient des voitures. Il y avait une organisation similaire dans la problématique de la matière et où tout le monde disait on fait de l'économie circulaire. Et en fait, on s'aperçoit quand on rentre dans le système que ça ne se faisait pas, évidemment. Et il a fallu l'organiser, il a fallu tout revoir au niveau du schéma organisationnel, de l'écosystème des acteurs qui travaillaient ensemble. Et en 10 ans, on a fait changer complètement ce monde de la démolition automobile, de la casse automobile, à un système de déconstruction. Aujourd'hui, on réutilise des pièces automobiles pour faire des changements de pièces pour des voitures qui ont 5 ans d'existence. On peut avoir une pièce de réemploi normée. C'est réglementé, c'est possible, c'est réglementé, accepté. C'est possible, c'est accepté. C'est accepté par le monde de l'assurance. Alors, on a mis du temps et la première chose qu'on peut se dire par rapport au changement que l'on va connaître dans le BTP, c'est long. C'est un moment d'un travail qui va être long et qui va être collaboratif. Bon. Deuxième chose, c'est travailler ensemble. C'est intéressant d'avoir cette expérience un peu miroir avant de parler de bâtiments. D'ailleurs, il y a aussi un effet miroir qu'on retrouve, c'est cette notion de déconstruction plutôt de démolition. C'est-à-dire que la déconstruction, on est vraiment dans l'économie circulaire, là où la démolition était un petit peu vieille école. Si je peux me tout permettre. à fait. On change. Alors avec vous, nous allons donc parler de matériaux et notamment des matériaux qui sont déjà aujourd'hui les plus recyclables, les plus réemployables. Alors expliquez-nous un petit peu par rapport à l'automobile qui est donc très avancée, où en sommes-nous dans le bâtiment aujourd'hui? Si vous pouvez passer. Alors on va avancer un petit peu. Alors juste là, c'était un slide pour présenter Suez qui nous permettait de positionner. Non, le deuxième, allez-y. Allez-y. Voilà. Donc, on est une entreprise qui est à la fois sur le marché de la ressource. On ne parle plus de déchets aujourd'hui et dans le milieu de l'eau. Et on fait 15 milliards de chiffre d'affaires. Et on est dans le monde entier, bien entendu. Voilà, juste. Alors, l'économie circulaire est un sujet majeur pour nous. On a fait depuis 10 ans un pas entre 10 et 15 ans, vraiment un pas très important. On est sur les 3 formes d'économie circulaire, aussi bien sur l'énergétique, les matières et le biologique. Parce que souvent, quand on parle des matières, on oublie aussi qu'il y a la partie bio. Voilà. Juste pour situer. Parfait. Et on va arriver aux matériaux. Alors, eh bien, on va se concentrer sur les matériaux. Alors, effectivement, quand on regarde ce qui se passe sur les matériaux, je vais me lever comme ça. On voit, à partir d'un bâtiment, on voit la sphère de tout ce qui
de tout ce qui est en train de se préparer pour nous, hein, avec les équipes, qui est énorme à mettre en œuvre. Parce que pour chacun de ces matériaux, c'est une filière à mettre en œuvre. Et toute la difficulté est, de faire des matériaux ou des réutilisations qui soient pérennes. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Avec toute la chaîne liée. Alors on peut peut-être prendre un exemple. Voilà, si par exemple on prend le plâtre, allons-y. Eh bien, c'est toute une chaîne à organiser. Et c'est à la fois de mettre en place tout un système, à partir du moment où on déconstruit, de pouvoir le collecter. Parce que collecter déjà du plâtre, ça va déjà être pour eux, déjà de le démonter d'une manière intelligente et intelligible. Là, c'est sur le chantier. C'est sur le chantier. Donc, ça veut dire qu'il faut préparer déjà, en amont, de pouvoir se dire où est-ce qu'on va avoir du plâtre. Est-ce que ça va être au plafond? Est-ce que ça va être les murs? Et ce n'est pas du tout la même transformation après pour les équipes qui vont transformer. Donc, à partir de là, on va devoir trier ce plâtre entre les plafonds et les murs. Et ensuite, on va pouvoir l'emmener chez un recycleur. Et là, on travaille avec des gens comme Signat et Placo de Saint-Gobain. Et ils sont très, très difficiles. Hein. L'entrée est très complexe pour transformer le plâtre. Très bien. Il ne faut pas qu'il soit humide. Il faut qu'il soit conservé à l'abri. Donc, vous imaginez sur un chantier, après, chez nous, il faut le protéger pour qu'il puisse être réutilisé. Voilà, on peut revenir. Oui, si on prend l'exemple de cette filière plâtre, elle est déjà en place, par exemple? Alors, elle est déjà en plâtre. En place. Elle est déjà en place. Alors, mince, pardon. Je vais revenir, je vous laisse parler. C'est là. Très bien. Voilà. Je vous laisse. Oui, donc elle est déjà en place. Elle est déjà en place. Donc, les acteurs comme Placo et Signat sont mobilisés. Mais c'est une filière qui a encore besoin d'être travaillée parce que ça va être toute l'anticipation et c'est ce dont on parlera tout à l'heure parce que le chantier, il va falloir le préparer avant. Et aujourd'hui, si on veut parler de la ressource, il faut travailler avant. Un petit peu comme on parlait d'anticipation au moment de la conception pour les usages. Tout à fait. On est là encore sur une logique d'anticipation. Peut-être un autre. Si on regarde un autre, la fenêtre, par exemple. Alors la fenêtre, voilà. La fenêtre, là, c'est un sujet qui est très intéressant parce que on va avoir des fenêtres en PVC, on va avoir des fenêtres en alu, on va avoir des fenêtres en bois. Donc, il va falloir pouvoir séparer ces différentes fenêtres, pouvoir les faire aller chacune dans leur filière d'origine, hein, pour pouvoir réutiliser soit le bois, l'alu ou le PVC, par exemple. Et ensuite, il y a une constante pour chacune de ces fenêtres, c'est le verre. Donc, il a fallu mettre en place 3 filières pour chacune des armatures, des ossatures. Plus, il a fallu mettre en route une filière pour le verre. Donc, on a un acteur qui s'appelle Sibelco aujourd'hui en France et Saint-Gobain ensuite qui va récupérer le verre. Et puis, bien nous, on a mis en route une filière avec la société VK. Et à l'intérieur de Suez, nous avons une filière aussi à l'intérieur de nos unités qui récupère aussi le PVC. Et on transforme le PVC pour le remettre ensuite dans des ossatures de VK ou d'autres acteurs, par exemple, hein, pour le PVC. Et là, c'est une filière maintenant qui est vraiment bien en place. Je ne parle pas de l'aluminium qui est déjà en place depuis plus longtemps. Alors, est-ce qu'il nous reste peut-être un dernier matériau à observer? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Par exemple, les câbles. Alors, les câbles. Les câbles, c'est un sujet aussi intéressant parce que les câbles, aujourd'hui, on arrive à faire un cuivre à 99,9% de pureté aujourd'hui qui retourne dans la fonderie de chez Nexans. Et ça, c'est une expérience intéressante parce que Nexans, au départ, avait une unité et puis ils essayaient de faire du recyclage par eux-mêmes.
Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient une mauvaise productivité, ils n'arrivaient pas à faire un cuivre de qualité. Et c'est là qu'ils nous ont fait appel. Nous, on a travaillé avec eux sur leur pratique. On a carrément arrêté leur usine. On en a reconstruit une ailleurs, entièrement. Et là, aujourd'hui, on a amélioré la productivité de plus de 50%. Et on a fait une JV ensemble, ça s'appelle un joint venture, pour organiser toute cette filière. Et aujourd'hui, ça leur permet d'avoir un vrai... ils fonctionnent avec du cuivre recyclé, entièrement. Parfait, Voilà. Très bien. On parlait d'un long chemin tout à l'heure. Si le bout du chemin est à 10, aujourd'hui, on serait à quelle étape ? On en est à peu près à la moitié, à 50%. Franchement, on a beaucoup de progrès encore à faire. C'est un travail long pour mettre les filières en route. Autant les filières aujourd'hui, on va dire, de déchets qui pouvaient devenir une ressource comme le papier, le bois, aujourd'hui sont bien en place. Là, on est sur des filières à véritablement organiser différemment. Très bien. Christiane, une réaction ? Juste un petit complément. Enfin, effectivement, on est peut-être qu'à 5 sur 10. Ceci étant, ce qui est quand même extrêmement positif, et on n'a pas précisé pourquoi, c'est que Suez et Bouygues sont ensemble aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 1 an et demi, de manière séparée, Bouygues s'est posé la question d'économie circulaire. Suez travaillait sur ce sujet également. Et en fait, on s'est contacté en se disant, nous, on a envie d'avancer, mais par contre, il faut des territoires d'expérimentation. Parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain d'une économie linéaire à une économie circulaire. Ça veut dire quoi très concrètement ? Prendre des bâtiments et dire, voilà, sur tel projet, on va avoir de la déconstruction à faire. Et pas de la démolition. Et non de la démolition. On va avoir des matières premières secondaires et non plus des déchets. Et nous, on a envie de changer de paradigme, sauf qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc on a dit, on va aller voir des acteurs aujourd'hui qui sont connus sur ce sujet-là. Marie-Dominique l'expliquait, Suez avait travaillé sur un autre secteur d'activité. Donc on s'est dit, partons là-dessus. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, effectivement, on est ensemble sur scène, puisqu'on a travaillé sur ce projet-là. Donc moi, je suis même plus optimiste. J'aurais dit, en tout cas, la vision Bouygues, on est plus qu'à 5 pour moi. On est certainement à 6 ou 7 parce que derrière... On passera le 8 ou le 9 au prochain Polytech. Parce que les freins techniques, ils sont en train de sauter. Donc derrière, il y a encore des freins réglementaires, sauf que voilà, le frein économique commence à être levé, le frein technique est levé, il y a quelques freins réglementaires, mais moi, je pense qu'on est déjà à plus que 5 sur 10. Merci pour ce message d'optimisme. Néanmoins, Guillaume, j'avais quand même envie de vous interroger sur les freins, peut-être, à ce recyclage des matériaux, parce que finalement, l'économie circulaire, c'est un petit peu comme la paix dans le monde, tout le monde est d'accord, mais en pratique, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Alors, quels sont les freins qui nous empêchent d'être à 9 ou à 10 aujourd'hui ? Voilà, déjà, ils ne nous empêchent pas, je pense qu'ils nous empêchaient plutôt. D'accord, la précision est d'importance. Ouais, voilà, ces freins, comme disait Christelle, ils sont en train d'être levés, qu'ils soient techniques, réglementaires, etc. C'est des choses sur lesquelles il y a beaucoup de monde qui travaille aujourd'hui, donc ils sont en train d'être levés. Mais pour moi, il y a deux freins. Le premier, il est de l'ordre de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au sens de la réglementation aujourd'hui, on a le producteur, détenteur des déchets, des ressources, excuse-moi, j'ai bien retenu ma leçon, issu d'une déconstruction. Donc le producteur détenteur de ces déchets, il est responsable de leur traitement. Donc qu'est-ce que ça veut dire au sens de la réglementation ? Il est responsable de caractériser le gisement de ressources sur un site à déconstruire, donc c'est-à-dire faire un diagnostic précis des quantités, de la qualité des matières présentes sur site et pas seulement le plomb, l'amiante, comme c'est assez souvent fait aujourd'hui. Ensuite, il est responsable également de choisir les filières de valorisation pour ces matières. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il est responsable de mettre en place la traçabilité pour bien vérifier que ce qui sort du chantier est effectivement aller vers une solution de traitement quelle qu'elle soit. La personne sur un chantier de déconstruction, sur un projet immobilier, qui est le producteur détenteur des déchets, c'est le maître d'ouvrage. Et aujourd'hui, dans la réalité des faits, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il y a un transfert un petit peu de cette responsabilité qui est due à la multitude des acteurs dans le BTP. En fait. La multitude de ces acteurs, elle entraîne une dilution de cette responsabilité. Donc vous avez un maître d'ouvrage qui va se décharger un petit peu de sa responsabilité sur le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre va se décharger un petit peu de cette responsabilité sur les entreprises de curage et de démolition. Et ça fait que personne porte l'ambition en fait.
personne porte cette ambition et le maître d'ouvrage il doit reprendre cette responsabilité. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, porter cette ambition dans les documents de consultation avec des préconisations précises découlant de ce diagnostic, de cette caractérisation qu'il aura fait par ailleurs. Et donc choisir des filières de valorisation en respectant la hiérarchie du traitement des déchets. Donc regarder d'abord s'il y a du réemploi possible, de la réutilisation, puis du recyclage, puis de la revalorisation énergétique. Et en dernier recours seulement, regarder le stockage ou l'élimination de ces déchets. De ces ressources, pardon, je m'auto-corrige. On va s'y faire. Voilà. Et ensuite, donc ça c'était le premier point, c'est vraiment un sujet de responsabilité et de transparence, de communication entre les acteurs. Ouais. Deuxième point, c'est le facteur économique, la viabilité économique de cette démarche. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait assez peu d'acteurs qui étaient capables d'amener des preuves tangibles de la viabilité économique de ces démarches. Au-delà même du terme viabilité, je dirais même que dans certains secteurs, aujourd'hui, on crée des business models avec les déchets, ressources. Non, mais comme ça, au moins, ça va rentrer dans la tête de tout le monde en même temps que la mienne. Sauf qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Avec le travail qu'on fait avec Marie-Dominique sur des projets d'expérimentation, on se rend bien compte qu'on va pouvoir dégager des économies substantielles en valorisant ces matériaux. Le facteur un petit peu bloquant à ça, c'est vraiment la logistique, la gestion sur le chantier, du tri, de la dépose des matériaux, tout simplement parce que aujourd'hui, historiquement, sur les chantiers, on fait beaucoup de mélanges. On pose une benne et on pose une benne, on fait du mélange. Ensuite, on va transporter ça vers un centre de tri, puis plusieurs tris successifs, puis d'autres transports vers des unités de recyclage et de valorisation. Tout ça, c'est du coût de main-d'œuvre, c'est un coût environnemental et un coût économique important. Si sur place, on regarde intelligemment chaque flux un par un et qu'on se dit celui-ci, il faut qu'il soit isolé de telle manière, il faut qu'il soit protégé des intempéries. Voilà, il va être stocké comme ça. On va pouvoir sélectionner les contenants adaptés pour ces matériaux, mettre en place... Pour que le plâtre ne soit pas humide, comme on le disait tout à l'heure. Exactement, pour que le plâtre ne soit pas humide. Si on a une façade, pour un exemple très concret, d'un immeuble tertiaire qui est majoritairement vitré, par exemple, on va avoir des montants porteurs en alu. On parlait tout à l'heure, des montants porteurs en alu et beaucoup de fenêtres, une surface vitrée importante. Là, on peut mettre un petit laboratoire de désolidarisation sur place, sur site, des montants porteurs et des vitres. Et ce qui était un coût à l'origine devient un bénéfice net parce qu'on va vendre le verre directement à un verrier, on va vendre l'alu dont le cours est celui qu'on connaît qui est très élevé. Et voilà, on va faire de l'argent tout simplement. Cet argent, on va pouvoir le réinjecter dans la valorisation d'autres matières un petit peu plus coûteuses pour assurer la viabilité globale de la démarche de valorisation des matériaux à l'échelle de toute cette opération. Donc deux freins historiques, la responsabilité et l'économie, et les deux sont un peu en train d'être levés. Exactement. Et on trouve des solutions pour les résoudre. Tout à fait. Parfait. On va terminer cette partie sur les matériaux avec Marie-Dominique. Et vous êtes venu également avec un petit film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que je crois qu'il est assez ludique, donc c'est intéressant de connaître l'histoire. Alors, l'histoire de ce petit film est le travail collaboratif qu'on a commencé à réaliser ensemble dans le cadre d'un think tank et d'un open lab qui s'appelle IDIS Lab, qui est à Grenoble. Et on avait demandé à des étudiants de se mettre à la place de Suez, de Bouygues, des grands acteurs, et de dire, puisqu'ils avaient 20 ans, comment ils imagineraient notre travail pour le futur. Et ils nous ont fait un petit film en imaginant comment il fallait qu'on travaille. Voilà, on vous le propose. On va regarder ça. Jacques est un ouvrier du BTP depuis 18 ans. Depuis quelques années, son chef de chantier lui demande de faire attention au tri sur les chantiers. Jacques ne se sent pas vraiment concerné ni impliqué par ce tri des déchets car il ne comprend pas les tenants ni les aboutissants de ses actions. Paul, étudiant en génie civil, a récemment été invité, avec sa promotion, à participer à une conférence sur le réemploi des matériaux. Étant amené à travailler sur les chantiers de construction ou de démolition, son professeur cherche à sensibiliser ses étudiants à cette problématique encore trop peu abordée par les écoles et les universités. Malgré ses 45 ans de bons et loyaux services, Marie est encore dans la fleur de l'âge et son espérance de vie peut tout à fait dépasser celle du bâtiment qui l'hébergeait. Pourtant, des humains veulent la détruire, la brûler et utiliser une de ses semblables neuves dans le bâtiment qui remplacera celui qui était le sien.
Elle ne comprend pas pourquoi il ne cherche pas à la réutiliser et éviter la production d'une nouvelle porte qu'il faudra planter, découper, traiter, équiper et transporter. La plupart du temps, les matériaux de chantier démontés sont rapidement considérés comme déchets impossibles à réutiliser. Par exemple, Claudette la palette n'a pas eu de chance. Elle a fini ses jours comme Jeanne d'Arc, brûlée à l'air libre, diffusant dans l'atmosphère des composés toxiques cancérigènes. Martin le parpaing, lui, va être éventuellement concassé puis stocké dans un centre d'enfouissement. Moins toxique qu'un brûlis, la valorisation de Martin laisse encore à désirer. Il vient encombrer des surfaces naturelles et manque une occasion de se voir réemployé dans les chantiers de voirie. Patrick, la gaine en plastique, va être traité puis brûlé pour faire de la valorisation énergétique. Margot le copeau va être compactée pour produire des granulés de bois. Isabelle, la poutrelle en acier, elle, va être détournée de son utilisation de base pour servir d'élément de soutien à la charpente d'une maison d'architecte. Marie Laporte, elle, a eu de la chance d'être réutilisée dans un chantier voisin. Elle ne subira donc aucune transformation. Comme nous pouvons le voir, il existe plusieurs méthodes de traitement des matières premières et toutes ne se valent pas. Il s'agit de transformer l'image que le grand public et les acteurs du BTP se font des déchets de chantier. Alors que les gravats ou les matériaux usagés issus de la démolition sont considérés comme des matières mortes en fin de vie, car leur période d'utilisation est considérée comme terminée, nous proposons aux participants volontaires de faire renaître la matière. D'une part, à travers la création d'œuvres d'art éphémères, et d'autre part, à travers le suivi de leur valorisation, de leur recyclage au sein de l'entreprise Suez. Le Printemps des matières est une vitrine terrain de l'activité méconnue de traitement des ressources. Il symbolise la renaissance et l'embellissement de ces matières qui nous semblent inutiles, sales et encombrantes. Nous projetons de mettre en place une série d'événements interdépendants offrant à tous une expérience unique dans l'univers du monde du recyclage. 3 types d'événements seront proposés au fil du Printemps des matières. Tout commencera avec le Bourgeon des matières. L'instant d'un week-end, sur une place publique, sera organisée une galerie d'art éphémère. Sa particularité vient des objets qui la composeront. Toutes les œuvres ont pour consigne d'être faites à partir de matériaux recyclés. Les ressources seront prêtées par Suez, qui les réintroduira dans son cycle de retraitement une fois l'événement terminé. Une œuvre d'art participative, dans un endroit décalé, c'est ce que Chantier en Fleurs vous promet. Le temps d'une soirée, vous pourrez profiter d'une ambiance artistique, musicale ou chorégraphique dans un lieu normalement interdit au public, mais certifié sécurité. Pour finir de bien comprendre les différentes possibilités de retraitement qui sont possibles, nous vous proposons de venir découvrir un centre spécialisé à côté de chez vous. Vous comprendrez mieux les enjeux de l'économie circulaire et que le changement commence dès maintenant. Voilà. Voilà, pour ce petit film. Ouais. Un mot peut-être, si vous voulez rajouter un élément. Non, mais je trouve que le petit film parle de lui-même. Pour les jeunes, ce qu'ils nous ont dit, véritablement, c'est la première chose. Vous voyez que par rapport à tout ce qui se passe, c'est travailler ensemble. Vous ne pouvez pas regarder le travail sur l'économie circulaire, chacun dans votre coin. Ouais. Et la première chose, le premier enseignement, c'est travailler ensemble. Très bien. On remercie Isabelle Lapoutrelle pour sa participation bénévole au film. On va peut-être terminer, là, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais sur les enseignements, avant de terminer cette partie sur les matériaux, peut-être pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui ou qui nous regardent en vidéo, s'il y avait un conseil à leur donner pour se lancer, quel serait-il, Marie-Dominique ? Alors, le travail ensemble, et ce n'est pas simplement le travail avec de grands acteurs que nous sommes, parce que les grands acteurs que nous sommes, nous, on peut impulser pour changer les filières, mais on voit bien que c'est un ensemble de partenaires, et c'est un ensemble de partenaires avec des petites entreprises, des moyennes entreprises, l'économie sociale et solidaire, parce que si on parle réemploi, ça veut dire qu'il va falloir penser différemment. Et la première chose quand on parle réemploi, ça va être sur un chantier de pouvoir aussi avoir une pensée sur le don. On va pouvoir donner, avoir des corners où on pourra donner un certain nombre de matériaux ou de produits qui sont à l'intérieur des bâtiments et que
des personnes pourront réutiliser chez eux. Ça, c'est déjà la première chose, le premier D'accord. enseignement. Le premier conseil. On parle de réemploi, on parle peut-être même d'emploi aussi, parce que c'est peut-être des métiers à tout inventer, à fait. d'ailleurs. Christelle, vous aviez eu la lourde tâche d'ouvrir cette conférence. Avant de donner la question à la salle pour la parole à la salle pour quelques questions-réponses, on va peut-être vous demander de faire une petite conclusion. Voilà, si vous êtes inspiré sur cette thématique. Juste un point que je voudrais rajouter, puisqu'on a parlé, on a parlé du collaboratif, mais il y a une chose qui est très importante dans tout ce qu'on a dit, c'est anticipation. On le voit bien, c'est le point sur l'anticipation, parce que la ressource, je veux simplement dire ça, puisque vous voyez, on n'a plus parlé de déchets, on ne parle plus de déchets, et la ressource impose qu'une chose, c'est qu'on doit anticiper pour pouvoir produire une ressource de qualité. Si on veut utiliser la mine urbaine, le point principal, c'est anticipation. Anticipation, ce sera le mot du jour. Christelle, pour ça- la conclusion. C'est assez facile de faire une conclusion quand on a des gens aussi passionnés et experts du sujet comme Marie-Dominique et Guillaume. En fait, pendant qu'on discutait, moi j'ai noté plein de mots-clés. Et Marie-Dominique, tu viens de rajouter le dernier que j'avais noté, donc c'est top. Il y a anticipation, flexibilité, collaboratif, ressources, et pas déchets. Nous, chaque fois chez Bouygues Immobilier, quand quelqu'un dit déchets, maintenant on met 10 € dans une tirelire. Voilà, on commence à avoir un sacré budget. Il y aura un beau voyage à faire mais en fin d'année. Finalement, le changement, ça serait bien que ça prenne un peu de temps. Mais bon. Non, ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'au final, on s'aperçoit que tous les feux sont ouverts. Hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure d'économie, d'environnemental. Aujourd'hui, on se rend compte que de toute façon, il faut y aller. Enfin, je veux dire, on n'a plus le choix. Les matières premières, elles ne vont pas se réinventer. La terre est limitée. On parle de finitude des ressources. Hier, il faut savoir que Olivier Bouygues, directeur général délégué de Bouygues, et Jean-Louis Chaussat, de PDG de Suez, ont parlé pendant 2 heures d'économie circulaire. Donc on n'est pas, je veux dire, c'est une stratégie aujourd'hui des acteurs du bâtiment et puis plus généralement des ressources. Enfin, on n'est plus dans de l'évangélisation, on n'est plus sur du conceptuel, on n'est pas dans du greenwashing, on est dans de la réalité. Donc ça, il faut vraiment que ce soit compris par tout le monde. On y va, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et pourquoi non plus nous n'avons pas le choix? Parce qu'il y a un impact économique. Alors, on peut continuer à prendre des matières premières et puis à les jeter, à les enfouir quand les bâtiments sont démolis et non pas déconstruits, ce qui est le futur de l'économie. Ça ne marchera pas très longtemps. En anglais, développement durable, c'est sustainable. Ce n'est pas soutenable. Donc, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Voilà. Et juste deux dernières choses. On voit aujourd'hui le BIM arriver, la maquette numérique. Marie-Dominique en a parlé. L'anticipation, c'est un outil qui aujourd'hui nous permet justement de travailler l'économie circulaire. Parce que le BIM, donc, c'est un outil de conception qui nous permet d'avoir des bases de données de matériaux, donc de travailler aussi, d'anticiper la recyclabilité du bâtiment en fin de vie. Et par rapport à ça, et ce sera mon mot de conclusion, et on en a déjà parlé, le BIM, mais aussi tous les acteurs autour de la table. C'est-à-dire qu'il y a une chose à retenir, l'économie circulaire a horreur des habitudes. Ça, c'est clair, et c'est un frein qui n'a pas été cité, mais le frein de l'habitude, je fais comme ça a toujours fonctionné. Alors celui-là, ce sera sur les chantiers, ça va être le plus difficile à lever. Il faut le lever. Et parce que derrière, ce qu'il y avait aussi, c'était non mais nous, on sait faire en fait. Non, tout seul, c'est fini, on ne saura pas faire. Donc l'économie circulaire, de toute façon, met tout le monde autour de la table. Ce n'est pas que les grands groupes. Effectivement, aujourd'hui, c'est Suez et Bouygues qui prennent la parole, mais c'est surtout pas que les grands groupes. C'est les acteurs locaux. L'économie circulaire, elle est locale avant tout. Donc c'est travailler avec des acteurs locaux, travailler avec l'économie sociale et solidaire, travailler avec des filières industrielles, travailler avec des filières de recyclage et travailler aussi à la réutilisation. Donc regarder l'ensemble des projets de construction qui sont sur un territoire donné pour voir comment on peut réutiliser aussi des matières premières secondaires. Voilà. Parfait. Bon, on espère et on ne doute pas que ces bonnes paroles auront convaincu dans la salle. Il nous reste peut-être 3 minutes pour prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions par ici. Alors, on va peut-être faire passer le micro. Je vous amène le micro. On vous écoute. Oui, bonjour. Brigitte Compin-Muret, je suis ingénieure-chercheur dans les nouveaux modèles économiques appliqués au territoire et sur les villes durables également. Voilà, bon, le processus de déconstruction et de valorisation des matériaux, c'est une bonne chose. Il arrive enfin. Ça fait des années que de nombreux acteurs sont sur le sujet. Maintenant, l'anticipation passe aussi par l'utilisation des matériaux biosourcés, dont le retour à la nature en fin de cycle est positif. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était du développement des filières locales qui agissent à la fois sur l'emploi, le transport, l'environnement,
et qui permet justement d'utiliser les ressources locales comme le bois, la terre cuite, le chanvre, la paille, etc. Merci. Alors, qui souhaite répondre? Moi, juste un mot sur ce sujet, vous avez complètement raison. Enfin, les filières locales, déjà, il n'y a pas que les matériaux biosourcés, il y en a beaucoup d'autres. Et quand on travaille sur le recyclage, encore une fois, l'intérêt, c'est bien de travailler avec des filières locales. Par rapport à votre remarque sur les matériaux biosourcés, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on regarde. Alors, malheureusement, il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas avoir une approche nationale. C'est impossible. Premièrement. Deuxièmement, comme vous disiez, c'est local, donc ça dépend des régions. Donc tous les matériaux biosourcés ne sont pas disponibles dans tous les territoires. Et troisièmement, effectivement, vous avez cité le bois et le chanvre. Enfin, il y a surtout le bois et les matériaux d'isolation aujourd'hui. Donc c'est des choses qu'on regarde. On travaille, Bouygues Immobilier a 2 usines d'ossature bois. Donc c'est des choses qu'on regarde, notamment parce que ce sont des puits carbone également. Et les matériaux biosourcés, bien évidemment, et d'ailleurs sont des demandes croissantes de la part des collectivités et des villes. Donc bien évidemment, ouais, tout à fait. Et on peut rajouter que la filière sur le mobilier, mobilier en bois s'est organisée ces 2-3 dernières années. Donc là, on est en train de faire véritablement le travail sur une filière qui est la filière bois. Ce n'est pas facile. C'est très compliqué parce que justement aujourd'hui, bien à cet instant T, on a trop de bois sur le marché. On a eu des hivers qui ont été doux et ce qui fait que déjà l'an dernier, on était en surcapacité de bois. Donc on espère qu'il y aura cette année un hiver un peu plus rigoureux. Et que les chaufferies bois, les températures de cette semaine. que les chaufferies bois fonctionneront plus que l'an passé. Mais voilà, ça montre que on ne peut pas avoir que la partie côté matériaux. On a aussi besoin de la partie énergétique dans les filières, toujours à développer. Que les filières de matériaux doivent encore travailler pour être inventifs. Et d'ailleurs, je tiens à dire que dans le cadre de notre dossier avec IDIS-Lab, on va lancer un nouveau projet qui va être le complément de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant pour travailler entre low-tech et high-tech pour réconcilier ces deux technologies pour aller vers le développement de l'économie circulaire. Parce qu'il va falloir être inventif avec les chercheurs pour trouver de nouvelles utilisations de tous les matériaux. Excusez-moi, mais sur le bois, les grumes, elles partent encore en Chine. Et le houppier, c'est ça qui fait donc toute la valorisation du bois de chauffage. On n'est pas du tout dans un arbre sur les mêmes utilisations finales, d'accord? Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il a fait moins froid, mais ça, le houppier, c'est le houppier et les grumes, c'est autre chose. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je l'ai bien dit tout à l'heure, les filières que nous devons mettre en place sont très complexes parce que chaque produit a une utilisation, voire une deuxième utilisation, une troisième, mais il va falloir être inventif pour qu'il y en ait encore plus. Très bien. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour une autre question, mais bon, je sais que les discussions se poursuivront un petit peu dans les coursives de Polytech. Je vais vous remercier tous les trois pour vos précieux éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis avec grand intérêt. À bientôt pour une prochaine conférence. Au revoir. Bon salon à tous.